Bon, donc, j'ai-tu partagé? Oui, j'ai partagé mon écran. Vous devez voir mon écran ici. Dites-le moi si vous ne le voyez pas. Voici donc l'outil de planification de la retraite. Je vous avouerai que j'ai rentré un petit peu n'importe quel chiffre là, dans le fichier. Ce n'est pas un vrai cas concret, c'est juste pour qu'il y ait assez d'actifs un peu partout pour que je puisse vous expliquer toutes les notions de la gestion au décès. Donc, je vais quand même vous montrer un petit peu le cas que j'ai rentré. J'ai vraiment mis n'importe quoi, n'importe où. Ben, au niveau, dans le sens que ce pas des vrais chiffres, là, c'est pas n'importe quoi non plus, là. Mais je vais juste vous montrer le cas ici. Donc, on a un couple avec les dates de naissance. On a les épargnes en REER, Céline, on a enregistré tout ça. Et les droits de cotisation non utilisés. J'ai rentré les informations de base, là, ce qu'il faut rentrer. J'ai rentré des salaires, la RRQ. Ensuite de ça, dans la pension, j'ai mis une pension d'une personne de Antoine. Puis on va y revenir au niveau de la pension, comment ça se gère au décès pour les pensions, que ce soit REGOP ou à prestations déterminées autres que donc REGOP. Qu'est-ce qui se passe au décès, puis comment on gère ça. J'ai aussi rajouté de l'immobilier parce que ben, c'est le fun de voir qu'est-ce qui se passe aussi avec ça. Donc, de l'immobilier qu'on ne vend pas avant le décès, tant qu'à faire, pour voir ce que ça fait si on l'a gardé jusqu'à notre décès. Donc, une maison et puis, mettons un chalet. On voit que ben, il y a quand même du gain en capital là, déjà parce que ça a monté dernièrement l'immobilier. Donc, j'en ai mis un petit peu. J'ai aussi mis une société de gestion pour Antoine. J'ai beaucoup mis sur Antoine, mais c'est pas parce que c'est un homme et qu'il serait plus riche, là, c'est juste parce que c'est lui qui va décider en premier, donc on va voir le transfert au conjoint, etc. Puis j'aurais pu mettre d'autres sociétés, enfin d'autres informations là, pour les sociétés, mais j'ai gardé quand même ça simple. Dans les hypothèses de calcul, je me suis mis des dépenses juste pour qu'ils en aient encore beaucoup au décès. S'ils ont tout fini avant le décès, ben, il n'y aura pas de succession, là. On veut un petit peu optimiser la succession aussi. Ensuite de ça, ah oui, c'est vrai, je voulais parler de ça. Je me prends une petite note dans la tête. Donc voilà, ils sont à la retraite dans à peu près 10 ans. Voici les épargnes. C'est pas important vraiment, toutes ces informations-là. C'est juste pour avoir des notions de base. Bon, maintenant, au niveau de la gestion du décès. Déjà, première chose, il faut aller définir qui est de sexe masculin, qui est de sexe féminin. Donc, il faut choisir dans ça. Pourquoi il faut l'indiquer? Avant, je n'avais pas du tout cette notion-là. Il faut l'indiquer parce que selon les normes de l'Institut québécois de planification de retraite, les chances d'espérance ils appellent ça la probabilité de survie, dépend du sexe et de l'âge qu'on a. Donc, il y a une table cachée quelque part, là, il y a un petit résumé ici. Donc, dépendamment de l'âge qu'on a puis du sexe, ben, ça nous donne la probabilité de survie selon les calculs savants qu'ils font. Moi, je récupère la table et je vais chercher l'information à ce moment. Donc, ça se calcule tout seul. Quand on utilise le fichier, donc si on laisse de base puis qu'on habille bien le sexe, ben, ça va aller chercher l'âge selon les normes de l'IQPF. Maintenant, il est possible aussi de modifier l'âge de décès parce que, tu sais, quand on dit le temps de retraite, là, quand je vois l'hypothèse de calcul, puis on dit combien on aura au décès, je veux juste l'expliquer. Quand on dit combien on aura au décès, c'est au deuxième décès. La personne qui va vivre le plus longtemps, à son décès, à cette deuxième personne-là, combien il va rester. C'est ça qu'on va mettre un petit peu dans ce tableau de comparatif, j'y reviendrai. Euh, mais c'est ça, c'est que là, on suppose que les gens, ils vont mourir, Antoine à 94 ans et Marie à 96. Si vous voulez modifier ça, je leur peut-être en le mettant plus haut, mais mettre trop bas, c'est pas forcément bien parce que l'un des risques d'un plan de retraite, c'est de survivre à son argent. Donc, on veut pas se dire, ah ouais, je vais mourir à 80 ans, c'est pas grave si j'en ai plus après. Et finalement, on vit jusqu'à 90. C'est pas une bonne idée. Ben, je veux dire, on choisit pas là, quand est-ce qu'on meurt, mais c'est pas une bonne idée de faire un plan de retraite où on meurt trop tôt. Donc, mais c'est quand même possible ici de faire même, mettons, des simulations, quelque chose. Il suffit de mettre âge de décès manuel ici et après, de faire un choix, de dire, c'est moi 80, puis 90, je sais pas, mais n'importe quoi. Donc, on peut aller changer comme ça manuellement.
Encore une fois, moi, je recommande quand même de garder les chiffres ici. On peut mettre aussi jusqu'à 100 ans si on veut, là. On peut mettre ce qu'on veut. Une petite particularité quand même à savoir entre la version de base et la version avancée, il y a quand même un changement dans cet onglet-là de gestion au décès. C'est que la version de base, elle s'arrête, enfin, on ne voit pas toute la partie en bas. Elle est là, elle est cachée. On ne voit pas la partie en bas dans le sens que c'est un petit peu plus poussé, là, toute cette gestion de la succession et tout ça. Donc, pour la version de base, il faut définir qui est masculin, féminin pour savoir quand est-ce que l'outil s'arrête. Puis on peut aussi définir ici le pourcentage, mais on n'a pas toute la partie en bas de ma ligne ici, là. Tout ça, c'est dans la version avancée. Donc, tout ce que je vais parler tout à l'heure de tous ces tableaux-là, c'est dans la version avancée seulement. OK. Dans cette page-là, en fait, comme un petit peu partout, j'essaye de mettre les champs qui sont modifiables manuellement, qui sont en jaune. Donc, tout ce qui n'est pas en jaune, c'est vraiment des calculs. Ce qui est en jaune, ce qui est sur lequel vous avez du contrôle. Donc, l'âge, ici, on a mis. Et puis aussi, ici, si on revient juste à la partie du haut, c'est le coût de la vie après le premier décès. Mettons qu'il y a des conjoints, là. C'est sûr que s'il n'y a qu'une seule personne dans le plan, il va y avoir deuxième décès, ça va mettre non applicable. Tout va être sur le deuxième décès. Enfin, en tout cas, il n'y en aura qu'un des deux là, qui va se mettre. Je ne me souviens plus comment j'ai fait ça. Mais s'il y a deux personnes, donc c'est quoi la réduction du coût de la vie au premier décès? Il n'y aura peut-être pas 100% du même coût de vie. euh, Avant le décès, après le décès, la personne ne mange plus. Enfin, tu sais, il y a plus autant de dépenses. J'ai mis 70 par défaut, mais vraiment, vous pouvez le modifier. Bon. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais y revenir au reste du tableau. Je veux juste montrer tous les impacts du premier décès partout dans le fichier. Donc, premier décès, il va y avoir un impact, par exemple, sur la pension. Si on revient sur la pension, monsieur décède en premier, il avait une pension. Le REGOP, par exemple, et les autres pensions, vous allez l'avoir dans votre relevé de pension. Normalement, c'est des petites lignes, là, il faut bien tout lire, c'est marqué. Pour le REGOP, il y a le choix, c'est des options. Quand vous choisissez, quand vous partez à la retraite, vous avez des options. Vous avez le choix de définir la proportion au conjoint survivant de 50% ou de 60%. Si vous choisissez, mettons pour le REGOP, je connais le calcul, donc je l'ai fait là. Si vous choisissez 60%, donc votre conjoint ou conjointe aura plus à votre décès. Il aura 60% de la rente, mais la rente initiale va être plus faible tous les années où vous allez vivre. Donc, c'est juste se sacrifier, entre guillemets, dans le sens, en avoir un petit peu moins tout le temps que, on va recevoir la rente, puis le conjoint en aura un petit peu plus au décès. Donc, ça, c'est à savoir là qu'on peut. Faut savoir ce que vous avez ou ce que vous allez choisir. Vous pouvez faire des scénarios aussi, d'ailleurs, pour vous aider à choisir ce point-là. Pour d'autres sortes de pensions, en général, il y a quand même un transfert au conjoint. Il faut que ce soit officiellement un conjoint, par exemple. Attention, là, faut vraiment, aux yeux de la loi, on considère un conjoint pour pouvoir le transférer. Donc, pareil, on peut mettre un pourcentage selon, si c'est 0%, c'est zéro, là, mais si vous pouvez mettre un pourcentage selon votre rente. Ce que ça fait, tout simplement, quand on va dans détail résultat, qui est le cœur du calculateur, et que c'est là qu'on voit tout ce qui se passe année par année. Donc là, on voit la pension. Antoine reçoit sa pension, un petit peu indexée, pas tant. Et puis là, on a le décès d'Antoine. Ici, à 94 ans, monsieur décède. On voit ici dans les âges, j'ai mis grisé. Si c'était elle qui avait décidé en premier, hein, elle aurait été grisée aussi, là. C'est grisé, l'âge se met quand même, mais il est décédé à ce moment-là. Donc, sa pension, il y a 50% ou 60%, dépendamment du choix, qui va être transféré à la conjointe pour le reste de sa vie à elle. Donc, c'est comme ça que ça marche pour les pensions. Puis, c'est vrai pour les pensions comment dire, qu'on a défini ici dans l'onglet pension, mais c'est vrai aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai aussi pour la RRQ, qui est une autre sorte de pension. Donc la pension, il y a la pension au conjoint survivant qui va s'ajouter. Ça, c'est super complexe d'ailleurs, au passage, entre guillemets, là. Le calcul de la RRQ au conjoint survivant, c'est complexe parce qu'il y a un maximum entre ce que le conjoint reçoit déjà et ce qu'il pourrait retirer du,
de la pension du conjoint survivant, etc. Donc, c'est un calcul quand même assez complexe, mais ça se fait. Là, il n'y a pas tant de différence dans ce cas-là parce qu'il ne doit pas y avoir, à cause du maximum, ils doivent déjà être au maximum. C'est des calculs. Donc, ça, c'est pour les pensions. OK. Ensuite de ça, au niveau d'une société, tiens, on va aller là-dessus. Au niveau de la société, même affaire, ben, pas même affaire, non, on va pas aller, excusez-moi, on va pas aller sur la société tout de suite parce que ça va dépendre de qu'est-ce qu'on choisit dans gestion au décès. On va l'expliquer plus tard. Euh, ok, je veux juste pas oublier de morceau. Ok, ben, on va y aller direct dans ce cas-là. Au niveau de la gestion au décès. Ok, comment ça marche cet onglet-là qui a l'air un peu compliqué, peut-être là? Oui. Comment ça marche? C'est que la partie de je vais juste désactiver le son de ceux qui ne sont pas désactivés, juste pour pas avoir trop de son. OK, c'est bon. Euh, ici, il faut voir un petit peu ce bloc-là, là, je l'ai mis en colonne, là. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe au premier décès. Puis ce bloc-là, c'est qu'est-ce qui se passe au deuxième décès. Quand on est deux, bien sûr. Bon. Au premier décès, qui c'est qui décède en premier? À quel âge? On a déjà vu la réduction du coût de vie. Ensuite de ça, ben moi, ce que je fais, c'est que puis je l'ai mis en haut, là, la petite note, là, le décès est réputé survenir à la fin de l'année. Et les montants sont en dollars futurs. Donc, on suppose qu'on décède à la fin de l'année. Pour les calculs, c'est plus simple. De toute façon, on ne peut pas vraiment prévoir quand est-ce qu'on décède. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, les montants au décès, c'est vraiment l'année du décès, ça va être quoi? Qu'est-ce qui restait pour Antoine, ici qui décède, dans ses REER, dans son CELI, dans son non enregistré, pour l'immobilier, etc., etc. Euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce qui lui reste à ce moment-là pour sa société? Voilà. Donc, ça dépend de comment qu'on a décaissé, ça dépend de tout ce qui s'est passé, toutes les décisions qu'on a prises pendant la retraite, et c'est ça qu'on peut d'ailleurs optimiser. On va y revenir. Donc là, les montants au décès, puis là, on va définir qu'est-ce qu'on veut transférer au conjoint, parce qu'il y a quand même le principe de rouler au conjoint, c'est-à-dire qu'on peut transférer pas mal tout au conjoint sans impact fiscal, sans payer d'impôts de base. Euh, mais on pourrait vouloir dire, ben oui, mais moi, je ne veux pas tout transférer, mon REER au conjoint, je veux donner à mes enfants, par exemple, à mon décès, etc. Donc, vous pourriez avoir un certain pourcentage au conjoint. Donc, mettons par exemple ici, j'ai mis 100%, par défaut, c'est 100%, tout est transféré au conjoint au premier décès. C'est par défaut, mais vous pouvez le modifier. Donc, la succession autre que le conjoint, ben, ils ont zéro. Quand je dis succession, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui d'autre que le conjoint. Parce que n'importe qui d'autre que le conjoint qui reçoit une succession au décès, là, il va y avoir de l'impôt qui va se calculer. Donc, si mettons que je veux transférer 50% au conjoint, le reste va aller à la succession de mon REER, par exemple, ben là, dans ce cas-là, on va calculer combien va être transféré à la succession. Puis après, la succession, ça peut être trois personnes différentes. Moi, je ne calcule pas ça. Après, il faudra se répartir ça, là. Mais voici combien ça va être transféré à la succession. Là, le REER, c'est imposable. Donc, estimation de l'impôt à payer, il faut comprendre que c'est imposable sur le revenu imposable de la personne décédée. C'est pour ça que je suppose que la personne est décédée à la fin de l'année. Et je suppose, ici, on le voit, revenu imposable de Antoine, celui qui est décédé, dans l'année du décès. Donc là, c'est comme un montant qui va se rajouter à son revenu imposable qu'on a déjà calculé. Donc là, il va y avoir c'est pas un gros montant de REER qui restait, il va y avoir un 6 000 d'impôts à payer euh, pour la succession. Donc on sait combien il va y avoir d'impôts à payer, puis combien ça va être net. Donc c'est un peu le même principe pour toutes les catégories. Si je mets un pourcentage plus petit que 100%, ben, ça va aller dans ce tableau-là succession. Si on y va un petit peu plus, par exemple, bon, le REER, c'est pas imposable si on transfère au conjoint. Le CELI, ça va être, de toute façon, c'est pas imposable. Le non enregistré, c'est le gain en capital qui peut être imposable. Mais si on transfère au conjoint, on reporte encore l'impôt de cette affaire-là. Si on le transfère
encore une fois, ça peut être 50%, ça peut être autre chose. À la succession, ben là, on va calculer, il va y avoir un petit peu plus d'impôts à payer sur le montant que la succession va recevoir. Donc, c'est vraiment le gain en capital euh, du compte non enregistré, de la portion qui est transférée à la succession, donc autre que le conjoint qui va être imposé. Par contre, même si je le transfère au conjoint, des fois, ça pourrait être intéressant, puis ça, il faudrait voir avec votre comptable fiscaliste quelque chose, ça pourrait être intéressant de forcer l'imposition de disposer, je pense que c'est ça le bon terme, de disposer le gain en capital au moment qu'on on reçoit ce montant-là. Donc, on pourrait dire, ben, le conjoint décide de payer de l'impôt pour peut-être éviter que la succession aura à payer de l'impôt. Donc, tant qu'à faire, je paye l'impôt tout de suite, j'ai les moyens, puis comme ça, ma succession n'aura pas besoin de payer de l'impôt. Ça peut être un certain pourcentage, ça peut être 100%. Si je paye 100% d'impôt sur tout le montant que je vais recevoir, il n'y avait pas beaucoup de gains en capital à la base, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant, là. Ça me fait, je calcule un gain en capital de 307 000. Ça dépend bien des affaires, tout ça, comment c'est calculé. Donc, je vais avoir un impôt de 55 000 quasiment, là, dépendamment, encore une fois, du revenu imposable de l'année. Je ne sais pas si tout le monde me suit. J'essaye d'expliquer comment ça marche. Mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe, ces notions-là. OK. Mais c'est pas obligé. Le conjoint peut dire, ben non, moi, je ne paye pas d'impôt. Il n'y a pas de problème. Donc, comment ça marche ici, REER, CELI non enregistré, quand on retourne dans détail résultat, qui est vraiment le détail de tout ce qui se passe, ben, ici, mon REER, ça c'est le REER disponible d'Antoine. Quand il décède, ben là, il n'y en a plus après, mais il va avoir un 50 000. Je pense que j'ai remis j'ai remis à 100%. Ouais, non, je ne l'ai pas mis. Donc, il y a 50%, donc il y a un petit 20 000 là qui va transférer au conjoint. Donc là, le conjoint, ça ne fait pas une grosse différence, là, parce qu'en plus, il y a du décaissement en même temps. Mais bon, donc ça transfère au conjoint. Même chose pour le CELI. Le CELI, bon, on décède ici. Là, ça fait une différence. On passe de 779 à 1,7 million. Donc, au niveau du CELI, c'est intéressant. Pareil pour le non enregistré. Elle n'en avait pas de non enregistré à la base, mais quand monsieur décède, ben, il transfère le non enregistré à madame, dépendamment de ce qu'on a mis dans gestion au décès. Donc, c'est comme ça le principe, là, hop, on transfère au conjoint. Euh, Au niveau, donc ça, c'est pour le même principe, REER, CELI non enregistré, le CRI FRV, là, c'est le même principe, même logique. Il y a juste le non enregistré qui est un petit peu plus complexe parce qu'il peut y avoir du gain en capital qu'on dispose. Au niveau de l'immobilier, bon, l'immobilier, donc là, vous vous souvenez, l'immobilier, j'ai mis une maison, un chalet où il y avait déjà quand même pas mal de gains en capital. Ah oui, petit disclaimer, le gain en capital au décès, je sais que le budget fédéral a changé la donne de comment ça, puis même le non enregistré d'ailleurs, a changé la donne de comment ça va être calculé. C'est plus juste 50% et tout ça. Je vais sortir une nouvelle version bientôt. Je suis en train de travailler là-dessus là, pour adapter mon fichier à ces changements du budget fédéral. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est resté à du 50% de gain en capital. Bon, donc pour l'immobilier, là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'impôt dans le sens que c'est le logement principal, là, donc c'est pas, même si on lègue à la succession, c'est pas imposable, mais on peut léguer aussi au conjoint, donc ça dépend. Pour les logements comme ça, pour l'immobilier, mettons qu'ici, l'immobilier, je n'ai pas montré là, mais on définit aussi c'est quoi la proportion de propriétaires de chacun des conjoints. Parce qu'il pourrait y avoir un système, il y en a un qui a 80% de la maison, l'autre qui a 20%, c'est pas obligé d'être 50-50. Donc, vous pouvez modifier ça. Ça va définir le calcul aussi au décès de la personne. C'est quoi sa proportion de propriété de ces biens immobiliers. Euh, Puis là, mettons le chalet, là, au décès de monsieur, s'il transfère tout à madame, c'est correct aussi, il y aura pas d'impôt. Par contre, il y aura de l'impôt. Tu sais, madame sera rendue là, elle sera à 100% propriétaire s'il transfère tout.
il pourrait faire un 50-50. Mettons qu'elle, elle reste, tu sais, 50% de sa part à lui va à elle, 50% de sa part à lui va aux enfants, par exemple. Et là, ça devient compliqué, mais c'est possible de le définir dans le fichier. Si, mettons qu'il veut léguer le chalet au complet aux enfants, il peut mettre 0%. Puis là, ça va dépendre. Est-ce que on va vendre le chalet ou pas? Si les enfants veulent garder le chalet, ben dans ce cas-là, il va y avoir un certain montant d'impôt à payer. Mettons qu'il y a, je remets juste ça pour simplifier le calcul. Il y a juste le chalet là, qu'on donne aux enfants. Ben, pour le chalet, les enfants vont devoir payer 133 000 d'impôts pour garder le chalet. Donc là, c'est peut-être là qu'il va peut-être falloir y réfléchir. Comment on gère ça? Est-ce qu'on leur lègue aussi du CELI pour payer les impôts, tu sais, dans un fonds distinct ou je sais pas quoi? Donc là, c'est quelque chose, c'est un estimé, c'est sûr. Là, ça peut être un peu plus, un peu moins. Là, je fais juste un estimé. Mais c'est des réflexions que ça peut apporter en utilisant cet outil-là. Ça peut apporter la réflexion de, ben oui, mais ma succession va peut-être avoir besoin de payer des impôts. Il faudrait l'aider là-dedans. Ça peut être une assurance vie qui peut être prise si les impôts sont trop élevés, puis que les enfants ne vont pas avoir les moyens de garder le chalet, puis que c'est important de garder le chalet. Euh, S'il y a une vente du chalet, c'est une autre game, dans le sens que il va quand même y avoir c'est pareil, là, ça change rien. Ça change rien si c'est envoyé à la succession, ça va changer si c'est gardé par s'il y a une vente du chalet et puis qu'on garde au total à madame, ben elle, dans ce cas-là, elle va recevoir plus d'argent, puis ça va être mis, par exemple, dans son CELI s'il y a de la place, ça va être mis dans le non enregistré s'il n'y a plus de place en CELI. Donc, c'est comme une rentrée d'argent pour elle au décès quand on décide de vendre l'immobilier. C'est bon pour l'instant? Euh, OK. Ensuite, au niveau des sociétés, alors là, c'est bien compliqué. Vous trouviez ça compliqué avant? Les sociétés, c'est encore plus compliqué. Au niveau des sociétés, ça peut être une société de gestion, ça peut être une société opérante. Encore une fois, on peut transférer les actions au conjoint. Le conjoint peut merger les sociétés si l'autre conjoint a déjà quelque chose. Bon, là, si on transfère au conjoint, il n'y a pas d'impôt, c'est correct. Il faut faire attention, par contre, quand on utilise les sociétés. Moi, là, j'ai juste deux sociétés pour, pour la première personne, puis deux sociétés pour la deuxième personne. Donc, si Antoine décède, puis qu'il lui restait de l'argent mettons ici dans sa gestion, et qu'on transfère au conjoint, ça va transférer dans la société 1 de Madame. Madame, elle avait peut-être déjà, tu sais, idéalement, on transfère la gestion avec la gestion, puis l'opérante avec l'opérante. C'est plus facile à gérer. Mais c'est ça, ça va s'additionner si elle avait déjà une gestion. Et puis, sinon, bah, ça va, comme on a vu, ça va juste, tu sais, remettre les chiffres directement dans les informations directement dans la société à elle. Puis là, je transfère toutes, là, les histoires de société, là. Si j'y vais, société Antoine, je transfère la valeur des sociétés. Mettons, s'il y a une JVM en plus des investissements, mais là, il y a une gestion, mais il y a pas d'autre chose que les investissements. S'il y a du CDC, de l'IMRTD, je transfère toutes les valeurs comptables et je les transfère à madame. Donc, comme ça, on continue le suivi de tout ça. Au niveau de l'impôt de la société, mettons qu'on transfère tout à la succession, pas au conjoint. Dans ce cas-là, il va y avoir de l'impôt qui va se calculer. Si c'est une opérante, donc si c'est pas une gestion, si c'est une opérante, la société pourrait être, euh, voyons, elle pourrait profiter l'exonération de gains en capital, mais là, encore une fois, il faut que vous soyez au courant si votre société voyons, je cherche le mot. Elle respecte les critères pour avoir ça. Donc, il y a quand même des critères à respecter, c'est pas tout le monde, mais c'est sûr que si on met oui, ben, il va y avoir moins d'impôts à payer sur cette société-là. Bon.
Sinon, la méthode de succession. Puis là, encore une fois, c'est si vous savez, ça va être quoi, vous pouvez le mettre. Maintenant, c'est des choses complexes à mettre en place, là. Il y a trois méthodes de succession d'une société. Le statu quo, c'est des noms techniques, là, 164 lire, puis pipeline. Donc, dépendamment de ce qu'on choisit, ça calcule quel va être l'impôt. Mais choisissez pas celui qui a le plus faible impôt. C'est vraiment des étapes à faire. Puis des fois, c'est des étapes avant un décès, là, 2 ans avant, il faut l'avoir mis en place, tout ça, là. Donc, bref, je ne suis pas fiscaliste, je ne vous expliquerai pas tout ça dans le détail. Si vous avez une société puis vous voulez optimiser les impôts au décès ou même à une vente, allez voir un professionnel qui sait bien comment ça marche, tous ces trucs-là. Mais ça donne quand même une idée. Donc voilà, je vais juste le remettre à 100%, juste pour montrer au deuxième décès. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou non, ça va? Ok, ben, de toute façon, vous pourrez poser vos questions après. Au niveau de deuxième décès, qu'est-ce qui se passe au deuxième décès? Ben là, c'est moins compliqué dans le sens que tout est ben, tout ce qui va être imposable l'est, là. Euh, donc, on a du REER, du CELI, du non enregistré, l'immobilier, etc. Et puis la société. Donc, on voit comment ça marche. Puis là, on va calculer l'impôt à payer pour la succession. Donc, c'est le même principe. Je calcule tout, puis je calcule l'impôt à payer pour la succession de tout ça. Donc, euh, ouais, je ne veux pas rentrer plus dans le détail par rapport à ça. C'est la même affaire. C'est juste que là, tout va être imposable. Ben, encore une fois, là, c'est le montant imposable va s'ajouter au revenu imposable de Marie, qui est la personne décédée, donc le revenu imposable de l'année pour elle. Parce qu'elle aura eu des revenus dans cette année-là. Donc, on part pas de zéro au niveau des impôts. OK? Au niveau du visuel, de tout ce qui se passe là-dedans, moi, j'aime bien voir dans le rapport, j'ai rajouté le graphique actif total. Donc ça, c'est vraiment le visuel de ce qui se passe au niveau des transferts. Donc là, on voit que basiquement, on transfère tout au conjoint. Par contre, j'ai-tu changé quelque chose dans... Non, c'est ça. Donc on a l'immobilier, excusez-moi, je vais revenir. On a la société, l'immobilier, les REER, les CELI, etc. Donc on transfère au conjoint, puis c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, l'optimisation de la succession, parce qu'après, on peut jouer avec les chiffres puis optimiser la succession. C'est sûr que si je sais pas, eux, ils n'avaient pas trop de décaissement là-dedans, dépendamment du cas. Mettons que je mets 0%. Bon, ça ne change pas grand-chose. Euh, on peut aussi optimiser la succession. OK, dans ce tableau-là, si vous connaissez un peu l'outil, c'est un tableau comparatif entre une solution de référence quand on enregistre, ça copie notre solution actuellement. Puis après, on fait une modification, on voit euh, le gain ou la perte sur la totalité des années avant les décès. Bon, il y a différents critères. Moi, je veux aller particulièrement. Ici, le capital final, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, au deuxième décès, qu'est-ce qui reste? OK? Mais j'ai rajouté aussi l'actif net à la succession. Parce que si il peut arriver des fois qu'on fait une optimisation. Par exemple, on transfère le non enregistré vers le CELI. Oups, j'ai mis non, faut que je mette oui. Quoi qu'il y a peut-être plus de place dans le CELI, je ne sais pas trop ce que ça va. Ah oui, il y avait de la place. OK. Donc, en faisant comme ça, en transférant, par exemple, là, tu sais, ça, c'est comme l'une des optimisations qu'on peut faire dans le fichier, de transférer les comptes non enregistrés dans le CELI. Dès qu'il y a de la place, poup, on transfère dans le CELI. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est que oui, on gagne de l'argent à la fin. On va avoir 73 000 de plus quand on regarde juste REER, CELI non enregistré, tout ce qui reste là, comme capital. Mais on va avoir
plus au net pour la succession, encore plus que 73 000. C'est pas juste 73 000 que la succession va avoir de plus, c'est 127 000. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de l'impôt en moins à payer. On reçoit du CELI au lieu de recevoir du non enregistré. Donc, ça peut être très intéressant de regarder si on veut optimiser la succession. On fait des choix de décaissement, des choix comme ça de transfert du non enregistré vers le CELI, de fractionnement de revenus. X ou Y choix, ben on peut voir c'est quoi que ça impacte à notre succession aussi au deuxième décès. Ben oui, en tout cas, c'est ça. Là, je prends vraiment le montant au deuxième décès. Ici, là, le total net après impôt. Donc, ça, ça peut arriver des affaires un petit peu bizarre dans le sens que ben, vous pourriez voir que vous, au final, il y a moins d'argent dans le compte, mais au net, la succession en reçoit plus. Donc ça, des fois, ça peut être intéressant de le regarder aussi, là. Donc, c'est ça. Est-ce que j'avais d'autres choses au niveau de la succession? Je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour de ça. Donc là, on optimise la succession, on regarde ce qui se passe dans gestion au décès. Les pensions, il faut bien faire attention au pourcentage de rente au conjoint survivant. Il y a pour la, oui, j'ai pas dit, il y a aussi pour la rente viagère aussi, là, il y a une option de réversibilité au conjoint. Ça, c'est quand vous achetez votre rente viagère. Il n'y en a pas tant en ce moment, là, mais c'est possible aussi d'avoir un pourcentage qu'on envoie au conjoint. Est-ce que vous avez des questions? Comme il n'y a plus grand monde, peut-être il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse quelques... Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez désactiver votre micro pour poser vos questions. Ça peut être sur la gestion, ça peut être sur autre chose que la gestion au décès, là. Si vous êtes là et que vous avez une autre question, n'hésitez pas aussi, là. Je vais écarter la... OK. Ah, comment on gère le CELIAP? Eh bien, on ne le gère pas, ben, oui, on peut le gérer, le CELIAP, mais le principe du CELIAP, j'ai fait le choix. Pour l'instant, je trouve que c'est logique, mais en tout cas, je fais le choix de ne pas l'intégrer parce que c'est un plan de retraite. Le CELIAP, techniquement, c'est pour l'achat d'une première propriété. Ce n'est pas pour un plan de retraite. Je sais qu'il pourrait arriver que les montants qui sont mis dans le CELIAP, on n'utilise pas ça, on met pas on n'achète pas de maison avec ça, donc on va le transférer dans le REER. Dans ce cas-là, ce que vous pourriez faire avec les montants que vous prévoyez, en fait, ce que ça fait, c'est que ça, vous rajoutez ce montant que vous avez mis dans le CELIAP, vous le rajoutez à votre REER, même s'il n'y a plus de droit de cotisation, ça se rajoute. Ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez aller manuellement dire, ben moi, cette année-là, c'est mon année c'est ma fin de CELIAP, c'est mon année où je vais transférer, je sais pas moi, mon 40 000 dans mes REER. Donc là, vous pourriez comme mettre une cotisation REER, comme si c'était une cotisation REER. C'est pas grave si ça dépasse les droits de cotisation, là. Vous pourriez forcer une cotisation REER sur l'année où vous avez décidé de plus acheter de maison finalement. Donc là, ça va se rajouter, peut-être si je mets un 50 000 ici, ça va se rajouter dans les REER. Mais sinon, c'était un choix de ne pas intégrer le CELIAP parce que l'objectif du CELIAP n'est pas la retraite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?